Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un infirmier intégré dans le 508e régiment de la 82e division aéroportée en Normandie le 6 juin 1844. Avant toute chose, je souhaite remercier La Petite Musette, Pim's Exchange et Parabellum Shop pour le soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver les liens de ces trois boutiques dans la description. Sur La Petite Musette et Parabellum Shop, vous pourrez retrouver différentes pièces d'uniforme et les deux boutiques sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Et chez Pim's, vous aurez des reproductions de matériel alimentaire US, de matériel d'hygiène et également les reproductions médicales de cette vidéo. Et enfin, si vous aimez le matériel de para US, je vous invite à découvrir Rigger Shop & Co qui font des reproductions qui pourront grandement vous intéresser. Cette vidéo m'a demandé plusieurs mois de recherche, mais malgré tout, elle n'est pas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Et en parlant de magazines spécialisés, je vous invite à vous procurer, voire à vous abonner, au magazine Military Hacking de mes sources préférées pour mes vidéos. J'y écris un article mensuellement, donc si vous aimez mes vidéos, vous aimerez mon travail littéraire. À savoir que ces articles complètent mes vidéos, et inversement. Vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cet uniforme sous forme de kit list dans la description avec le timing correspondant. Le 508e régiment de parachutistes est activé le 20 octobre 1942 par une loi du Congrès et dirigé par le lieutenant-colonel Roy Lindquist et est rapidement rattaché à la 82e division aéroportée. Leur logo leur donne ainsi leur surnom, les Red Devils. L'entraînement des hommes dura 13 semaines au camp Blanding, en Floride, et comme les cadres avaient déjà suivi l'entraînement de l'école des paras, cela leur donnait un avantage par rapport aux autres régiments. Après être allé à l'école de parachutisme à Fort Benning pendant 3 semaines, au lieu de 4, le régiment étant en meilleure forme physique que les instructeurs, le régiment est envoyé au camp McCall en Caroline du Nord pour suivre un entraînement supplémentaire. Les témoignages indiquent que les hommes ont rapidement atteint le top de leurs conditions physiques, se distinguant sur le terrain et sont devenus des bons amis dans chacun de leurs exercices. Ils ont aussi pu avoir leur première permission en décembre 1943, avant d'être envoyés en Irlande. Leur départ eut lieu le 28 décembre et l'arrivée se fit le 8 janvier 1944 à Belfast. Les hommes sont restés pendant 2 mois dans les tourbières irlandaises pour s'entraîner malgré une météo globalement maussade. Le régiment est ensuite envoyé le 10 mars 1944 à Nottingham, en Angleterre, pour se préparer au grand saut en Normandie en juin 1944, avec des sauts de nuit et des exercices au sol. L'ensemble du régiment a ensuite été confiné dans un aérodrome, les hommes ayant pris pour habitude de sortir en ville, et donc la sécurité de l'opération Overlord pouvait être compromise. Le 508 embarque donc le 5 juin à bord de C-47 pour ensuite sauter au-dessus de la Normandie, à 400 pieds, sous un feu extrêmement nourri. De plus, les éclaireurs n'ont pu allumer qu'une seule balise et 2 lampes de signalisation, donc les pilotes naviguaient à l'aveugle. Les hommes sont largués au-delà des drop zones prévues et atterrissent globalement à l'ouest du Meurderay, au nord de Picoville. Seuls 17 sticks sur 132 atterrissent finalement sur la drop zone prévue. Leur objectif initial était de prendre les ponts de la Douve, mais ils devaient d'abord se retrouver. Certains hommes arrivent à se regrouper et à former de petits groupes, et même des hommes du 505e et 507e régiment de para, mais aussi des unités de la 101e aéroportée viennent se joindre à eux. Ils décident de se placer sur la voie ferrée qui relie 40 ans à Cherbourg, le point étant surélevé et facilement reconnaissable, puis sont divisés en 4 groupes pour tenir 4 points distincts. Dans la journée du 6 juin, le groupe du lieutenant-colonel Shanley est pris à partie lors de la prise du pont au-dessus de la Douve, à Pont-l'Abbé, et ordonne finalement un repli sur la colline 30 pour s'y retrancher. Ils ont tenu pendant 2 jours en repoussant les assauts répétés des Allemands, malgré les pertes et le manque croissant de munitions. Le régiment fait finalement sa jonction avec la 101e division aéroportée le 12 juin. La mission suivante pour le régiment est d'aller vers le sud pour aider à couper la péninsule du Cotentin et isoler Cherbourg. S'en suivent plusieurs escarmouches faisant quelques pertes côté américain. Début juillet, le régiment se remet en mouvement et conquiert diverses collines et ils sont finalement relevés dans leur avancée par la 8e division d'infanterie. Sur les 2056 hommes du 508e régiment qui avaient sauté le jour J, seuls 995 hommes purent retourner en Angleterre pour une permission le 15 juillet 1944. Le régiment a subi 307 tués et 754 blessés.
Le 17 septembre 1144, vers 13h30, les Diables Rouges sont parachutés en Hollande, dans le cadre de l'opération Market Garden. Malgré une faible résistance de prime abord, de violents combats se déroulent ensuite sur plusieurs jours. Le régiment a établi une position défensive le long de la ligne principale de résistance, et a pu s'emparer d'un pont intact, et a permis à la 82e division aéroportée d'accomplir sa mission. Les jours suivants, ils ont enchaîné victoire sur victoire, capturant 483 Allemands, mais subissant tout de même 139 tués, 479 blessés et 178 disparus. Aucun Red Devils n'a été capturé par l'ennemi. Il devait initialement recevoir des renforts avec le 325e Glider, mais le mauvais temps en Angleterre a empêché les avions et planeurs de décoller. Il devait donc se débrouiller sans renfort. Son action prit fin le 10 novembre, ils sont relevés par une brigade britannique et ils sont renvoyés en France, au camp Sissonne, pour se reposer à partir du 14 novembre. Le 16 décembre 1144, l'ensemble de la 82e division aéroportée est lancé dans la forêt des Ardennes pour contrer la percée allemande. Lorsque la 101e va à Bastogne, la 92e est envoyée à Verbeaumont pour gérer la partie nord, puis se rend dans les environs de Chevron. Le régiment tient ses positions contre les Allemands jusqu'au 24 décembre, avant de se retirer pour établir une nouvelle ligne de résistance, avant de contre-attaquer le 3 janvier 1145. Le 7 janvier 1145, le régiment se lance, en duo avec le 504e régiment, dans une nouvelle attaque où ils subissent de lourdes pertes. Le régiment est de nouveau retiré du front pour être placé en réserve jusqu'au 21 janvier et finit par retourner au front le 26. Le régiment est finalement retiré du front pour retourner au camp Sissonne le 22 février pour se reposer et se rééquiper. Le 5 avril, le régiment est détaché de la 92e division aéroportée et placé sous le contrôle direct de la première armée aéroportée alliée. Le régiment se rend à Chartres pour se tenir prêt à libérer les prisonniers de guerre en Allemagne par des actions aéroportées, si la situation l'exigeait, ce qui ne fut pas nécessaire. Le régiment y reste jusqu'à fin 1845. Après une brève période à Sissonne, le 508 a été déplacé à Francfort-sur-le-Main pour une mission d'occupation et aussi pour servir de garde à l'état-major d'Eisenhower. Le régiment est désactivé le 25 novembre 1845 après un retour en Amérique. En tout, le régiment aura vu 9654 officiers, sous-officiers et hommes du rang pendant ces 3 années d'existence. Une médaille of Honor a été décernée ainsi que 14 Distinguished Service Cross, 111 Silver Star et 341 Bronze Star. Les parachutistes disposaient, comme les autres divisions, de détachements médicaux. Leur mission était d'aider à conserver la force du régiment en prenant les mesures préventives et sanitaires nécessaires, et de fournir les traitements médicaux et dentaires appropriés. 3 personnels médicaux accompagnaient chaque compagnie, soit 1 pour chaque platoon. Leur uniforme était le même que celui du régiment, et seul l'équipement différait. Notre infirmier ici présenté est un T5 ou caporal spécialisé. Pantalon réglementaire dans toute l'armée US tout au long de la guerre en Europe, le pantalon moutarde M37 était réalisé en laine. Il était porté sous l'uniforme des parachutistes pendant leur saut, celui-ci pouvant être traité anti-gaz. Un rabat anti-gaz pouvait être placé à l'intérieur du pantalon pour renforcer la protection. Tout dépendait des modèles de fabrication, le rabat n'étant pas disposé au début. Des poches sont disposées sur les flancs ainsi que sur l'arrière du pantalon. Cependant, ce pantalon est optionnel pour une tenue parachutiste. Tout dépendra de la température, évidemment. Mais son épaisseur était un atout durant le 6 juin, la météo n'étant pas clémente. Distribuées à toutes les troupes aéroportées à partir d'août 1942, les bottes de saut Corcoran sont le symbole même des parachutistes et s'inspirent grandement des bottes de saut allemandes deuxième type. Elles étaient réservées aux troupes d'élite telles que les parachutistes ou les Rangers, et leur confort était envié par rapport aux brodequins et guêtres de l'infanterie. Elles disposaient d'une semelle en composite avec du caoutchouc et du cuir pour évoluer facilement en bâtiment, contrairement aux Anglais et Allemands. Et elle se fermait au moyen d'un lacet en cuir ou d'une suspente de parachute. Il s'agit ici d'un modèle moderne de chez Corcoran, vu que l'entreprise fonctionne toujours à l'heure actuelle. Distribuée en même temps que le pantalon moutarde, la chemise M37, dite moutarde, est également réalisée en laine. Elle a 2 poches sur l'avant, destinées à contenir du petit matériel personnel, type portefeuille ou papier d'identité. Il existait, tout comme pour le pantalon, plusieurs fabricants, dont plusieurs teintes, certaines allant presque sur le vert. Elle n'est pas dotée de pattes d'épaule, contrairement au modèle officier, qui pouvait par ailleurs être mieux travaillé. Une paire de dog-tags est portée dessous, pour identifier le soldat lors de son décès. Elles contiennent le nom du soldat, son matricule, la date de son vaccin de tétanos, son groupe sanguin et sa religion. Les détachements médicaux sont d'abord des infirmiers avant d'être des parachutistes. Aussi, leur calot ou garrison cap s'adaptait à cette règle, avec un liseré pourpre et blanc entrelacé. L'insigne des troupes aéroportées est tout de même apposé sur le côté gauche, notre soldat étant homme du rang.
Une bande de sudation en cuir est placée à l'intérieur pour éviter d'irriter le front du soldat avec la transpiration. Le pantalon M42 a été distribué à toutes les troupes aéroportées depuis leur entraînement jusqu'au débarquement. Il fut décidé, après les premières expériences au combat de la 82e aéroportée en Afrique du Nord, Sicile et Italie, de renforcer les genoux et sous les poches, et d'y ajouter des lanières au niveau des poches sur les cuisses. Ces renforts étaient réalisés à partir de toiles fortes vert olive. Attention, les pantalons des parachutistes de la 82e sont différents de ceux de la 101e. Les lanières sont de la même couleur que les renforts. A noter que le 508e régiment était une unité rattachée à la 82e. C'était donc aux hommes de payer eux-mêmes la modification sur les renforts de leur tenue. C'est donc pour cela qu'on retrouve un panachage dans les tenues au moment du 6 juin. Attention, vos reproductions de pantalons à l'entrejambe sont fragiles. Faites-le renforcer par une couturière avant que ça ne craque. La veste M42 va avec le pantalon et a été distribuée à partir de 1842, après que les parachutistes aient exigé une tenue plus adaptée à leurs besoins, donc avec plus de poches que l'ensemble réglementaire de l'infanterie. Les renforts sont placés, comme pour le pantalon, sous les poches inférieures et sur les coudes, pour éviter une usure prématurée. Une ceinture est disposée à la taille pour cintrer la veste, et la veste se ferme au moyen d'un zip, sur toute la longueur. Une petite poche pour un couteau M2 est disposée le long du zip, pour avoir un accès rapide en cas d'atterrissage dans un arbre. Le couteau est sécurisé à la patte d'épaule au moyen d'une dragonne, ici en coton, mais on pouvait aussi retrouver des suspentes de parachute. Les poches à soufflet permettent de transporter plein de matériel, comme des munitions supplémentaires, des rations, etc. Elles se ferment par des boutons pression et ont des soufflets. Et pour vous reconstitueurs, remplissez vos poches, que ce soit pour la veste ou le pantalon. Rien n'est plus moche que des poches plates. Ici, les poches sont remplies de pansements, first aid kit et autres matériels médicaux. Sur l'épaule gauche est placé l'insigne de la division, AA pour All Americans. Il est cousu à 1,27 cm de la couture, soit un demi-pouce. Sur l'épaule droite est placé le drapeau américain, spécifique pour la 82e aéroportée. Notre infirmier a le grade de caporal spécialisé, ou T5 dans le jargon, pour technicien 5e grade. Son seul insigne distinctif permettant de respecter la Convention de Genève est son brassard à croix rouge sur fond blanc, maintenu au moyen d'épingles de sûreté sur la manche. Le casque M1 classique n'était pas adapté au saut en parachute, celui-ci étant en deux parties. C'est pour cela qu'il fut décidé, à partir de janvier 1942, de distribuer des casques spécifiques pour les parachutistes, avec une jugulaire modifiée qui permettait de solidariser le casque lourd au casque léger à l'intérieur. Une mentonnière en cuir fut également ajoutée, maintenue par des sangles en toile, rivetées directement sur le liner. Deux types de casques furent fabriqués, les M2 et les M1C. Les M2, comme ici, avaient des attaches en demi-lune, lorsque le M1C était un casque M1 modifié, donc avec des attaches de jugulaire rectangulaire et fixes. Malgré sa spécialité, le casque de ce soldat ne dispose pas de marquage. Certains infirmiers avaient des croix rouges en Normandie, mais les photos semblent indiquer que c'était plus réservé aux officiers à l'arrière. Les croix rouges sur fond blanc se généraliseront plus tard. Un filet petite maille est ajouté sur le casque, spécifique pour la 82e aéroportée. Lors du saut, il était nécessaire de se protéger les mains, les suspentes pouvant être coupantes avec les manipulations. Ainsi, des gants en cuir couleur beige ont été distribués, initialement destinés aux cavaliers. Les parents ont pris l'habitude de retrousser l'extrémité des gants pour protéger la boucle de serrage, qui pouvait s'accrocher partout. Ces gants étaient conservés bien après le saut, ceci constituant une excellente protection. Distribuée aux troupes parachutistes, la boussole de poignet était réalisée en plastique avec un bracelet en cuir. La partie graduée peut se tourner sur 360 degrés pour faciliter le repérage sur une carte. Attention, ces objets demeurent fragiles, la bague rotative n'est maintenue que par une petite tranchée et par deux lames ressorts en laiton qui peuvent sauter en cas de choc. Le brelage porté par les infirmiers était basé sur celui de l'infanterie, mais disposait tout de même de quelques particularités. Et évidemment, il n'y avait pas d'armes, dans la théorie. L'ensemble est supporté par un ceinturon M36, ici en original, qui dispose d'œillets pour accrocher l'équipement. Un brelage M36 vient se placer par-dessus, et des renforts en feutre sont placés par les parachutistes avant le saut. Sur une des bretelles du brelage, un First Aid Kit deuxième type est attaché pour une utilisation rapide en cas de besoin. Sur le flanc, une pelle M43 pliante est glissée dans un étui en toile. Ici original, glissé dans une housse en reproduction. Sur les raies du ceinturon, deux bidons qui sont glissés dans des housses renforcées. Une pour rincer les blessures, sans quart pour sortir plus facilement la gourde de l'étui, et l'autre pour leur propre utilisation, avec quart cette fois. Sur l'avant, un autre First Aid Kit est glissé dans une pochette M124. Il permet à un autre soldat de l'utiliser en cas de blessure de notre infirmier. C'est ici une reproduction en résine.
Initialement destinée aux officiers, la musette M36 fut distribuée à toutes les troupes aéroportées, celle-ci étant plus pratique que le havresac de l'infanterie, car attachée au brelage M36 et non au ceinturon, ce qui permettait de la porter sur le devant au moment du saut, sous le parachute ventral. Elle contient des affaires de rechange, le nécessaire pour l'hygiène, éventuellement quelques munitions supplémentaires, sauf pour les infirmiers évidemment, et des vivres pour quelques jours. Sur le côté, on remarque une lampe TL122B, ici en production. Remplissez absolument votre musette et portez-la le plus haut possible sur le dos. Une musette vide et trop basse sera du plus mauvais effet. Le masque à gaz en dotation dans les parachutistes au moment du saut était le M5. Il était contenu dans une pochette étanche M7 accrochée à la jambe. C'était le même modèle que pour les troupes débarquant sur les plages. La housse s'attache par une sangle réglée au maximum pour venir autour de la taille, et la sangle du bas est réglée au minimum pour s'accrocher à la cuisse. Attention à ne pas vouloir trop serrer la sangle du bas, elle doit suivre le mouvement de la jambe. Les personnels médicaux avaient besoin de sacs spécifiques pour transporter leur matériel. Aussi, il fut décidé de créer des sacoches médicales. Les infirmiers parachutistes n'avaient qu'une seule musette, d'où la présence des pansements supplémentaires dans les poches de l'uniforme, contrairement à l'infanterie qui en avait deux avec un harnais spécial. Ici, une sangle spécifique est passée en bandoulière. Lors de l'intervention auprès d'un blessé, la musette est le premier accessoire indispensable de l'infirmier. Elle devait donc être facilement enlevée pour intervenir rapidement. Un lacet permet de réduire la taille du sac, à passer sur les œillets disposés sur les pattes à l'avant et à l'arrière qui servent de fond. Mais rares sont les soldats à avoir utilisé ce lacet, ayant beaucoup de matériel à transporter. Détaillons maintenant le contenu du sac, qui pouvait subir plusieurs variations. Tout d'abord, un insert de type 2 qui permet d'y glisser des tubes qui permettaient de transporter des médicaments sous forme de cachets et de pilules. Cet insert peut se porter à l'extérieur, mais c'était plus sécurisant de le porter à l'intérieur, fixé au moyen d'un lacet. On retrouve également des bandes de gaz avec 10 compresses, un paquet de 8 comprimés de sulfadiazine et un garrot sont ici ajoutés, initialement contenus dans le First Aid Kit parachutiste. Des épingles de sûreté de moyenne taille, mais il y a ici les 3 tailles, 6 boîtes de bandages triangulaires, 4 First Aid, 2 boîtes de 5 sirettes de morphine stockées dans des petits cartons, 2 boîtes de 6 tampons iodés, une boîte métallique de mèches iodées, un carnet pour marquer les blessés avec un crayon bois et un kit médical d'officier avec des ciseaux, pinces et des scalpels. On pouvait aussi avoir une boîte de 12 sachets de sulfanilamide, mais notre infirmier a décidé de porter ces sachets dans les poches de sa M42, et il manque des ampoules d'ammoniac. La grande majorité des objets présentés ici sont des reproductions, et aucun matériel médical autre que les pansements ne sont transportés pour éviter toute casse qui endommagerait du matériel original ou qui serait illégal, tel que la morphine. Les reproductions viennent globalement de chez Pim's Exchange, les épingles à nourrice sont une fabrication maison à partir d'un PDF libre de droit, et la pochette est une reproduction faite par Rosie l'Aiguilleuse. Vous pourrez retrouver les références en description. Voici donc l'équipement complet d'un parachutiste à l'aube du 6 juin 1944, après son saut. Comme vous avez pu le voir, certains équipements médicaux sont transportés dans les poches, à la place de munitions supplémentaires, pour que ce soit plus rapidement accessible. Certains ajoutaient de la toile de jute sur le casque, mais ce n'était pas systématique. Les poches de la M42 sont remplies avec des pansements, des rations de combat en reproduction comestible, que vous pourrez retrouver chez Pim's Exchange, et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de bandoulière avec du matériel médical dedans, et c'est normal, ça ne s'est pas vu en photo. Ne le faites pas si vous voulez être cohérent avec la réalité. Né en août 1912 en Caroline du Nord, notre soldat va rapidement à l'usine, dès 17 ans, sa famille ne roulant pas sur l'or. Il se distingue par son application et son implication dans la vie de l'entreprise. Quand vient Pearl Harbor, il se pose la question de s'engager. Son engagement prend sens quand son frère aîné s'engage dans une division aéroportée. Il s'engage donc en 1942, au début de l'année, fait ses classes et est rapidement rattaché à la 90e division d'infanterie, qui devient, en août 1942, une division aéroportée. Une aubaine, notre soldat a besoin d'argent supplémentaire pour envoyer à sa famille régulièrement. En octobre 1942, il bouge, avec la division, à Fort Bragg, puis rejoint le 508e régiment nouvellement formé à Camp Blanding, en Floride. C'est à ce moment qu'il choisit de passer infirmier, bien qu'il n'ait pas de formation médicale à proprement parler. Mais son aptitude au tir le conforte dans le fait qu'il sera meilleur avec des pinces et des scalpels qu'avec des cartouches et des grenades. Il suit l'entraînement intensif du régiment et manque de se casser les genoux lors de son atterrissage violent pour son 3e saut. La faute au vent, dira-t-il à ses camarades qui sont venus le relever. Il est promu soldat première classe assez rapidement,
pour son engagement et son sérieux, surtout lors des exercices médicaux qui viennent en marge de l'entraînement parachutiste, à la place des exercices de tir. Et son rôle dans son groupe le fait rapidement monter au grade de caporal spécialisé, ou T5, dès mars 1943. À la fin de l'année, il embarque direction l'Angleterre avec son régiment. Une fois sur place, il est réputé pour être un très bon buveur, surtout dans les pubs locaux. La solde est plus compliquée à envoyer au pays, donc il la dépense beaucoup en alcool. Il a même une relation, en février 1944, avec une Anglaise de 23 ans. Malgré tout, il ne touche pas à l'alcool de son matériel médical, qu'il connaît sur le bout des doigts, y compris dans le noir, et avec des gants de cavalerie. Le 4 juin 1944, puis le 5 juin, les soldats embarquent dans les avions pour aller au combat. Et notre infirmier est capable de fournir des pilules anti-mal de mer, qui servent également pour le mal de l'air. Inconvénient, ces pilules shootent un peu et font dormir tous les hommes dans l'avion. Le saut est désastreux, la DCA étant virulente, et il finit dans un arbre. Il est bien content d'avoir son couteau M2 pour couper les suspens. Il a du mal à retrouver ses camarades, et le fait qu'il ne soit pas armé a bien compliqué les choses. Il retrouve finalement un de ses compagnons près de Picoville, et il passe la nuit à chercher le reste du régiment. Ils sont pris sous un feu nourri un peu au nord de la ville, alors qu'il cherche la drop zone officielle, et son camarade est blessé, l'ennemi ayant détecté le départ du tir de son garant. Il est touché à l'épaule et notre infirmier intervient rapidement, utilisant un nouveau bandage, du sulfamide et de la morphine. Il finit par retrouver les siens le lendemain matin et prodigue beaucoup de soins, énormément d'hommes ayant été blessés. Son régiment et lui se retrouvent en ligne défensive à Breuzeville-au-Plain, épaulé par le 502e régiment de parachutistes. Phénomène cocasse, il retrouve son frère, sergent au sein du 502, dont il n'avait plus de nouvelles depuis des mois. De rudes combats interviennent et il vient en aide à nombre de ses camarades encore une fois. Il va même jusqu'à aller dégager des blessés sous le feu des mitrailleuses ennemies, en ayant enlevé tout son brelage pour être plus rapide et léger. Cette action lui valut la Bronze Star qu'il reçut à son retour en Angleterre à la mi-juillet 44. Contrairement à ses camarades qui pouvaient avoir des syndromes post-traumatiques, de voir les visages des gens qu'ils ont tués, notre camarade a les images des soldats qu'il n'a pas pu sauver, qu'ils soient américains ou allemands. L'entraînement reprend ensuite et il reçoit son nouveau grade en même temps que son nouvel uniforme M43. Il passe donc T4 ou Technical Sergeant et est muté à l'état-major du régiment. Puis il participe à l'opération Market Garden où il se blesse au genou à nouveau lors de l'atterrissage, mais cette fois plus sérieusement. Finalement, il peut remarcher après quelques heures, mais il est conscient qu'il ne sautera plus en parachute. Il suit difficilement son groupe et essaye tant bien que mal de soigner les blessés. Après de multiples combats, il est finalement évacué par avion et est rendu inapte au combat, ses genoux étant trop endommagés. Il est donc rattaché à un hôpital pour soigner les blessés depuis l'Angleterre pour le reste de la guerre. Le 5 février 1945, il reçoit une nouvelle médaille nouvellement créée, le Combat Medical Badge, récompensant tous les membres du corps médical ayant été engagés au combat depuis le 6 décembre 1941. Il reçut également la Silver Star pour ses actions durant l'opération Market Garden, malgré sa blessure. Il retrouva sa petite amie et se maria quelques mois après, et ils eurent 3 enfants. Il mourut le 11 septembre 2001 à 89 ans alors qu'il prenait le vol 175 qui s'est écrasé contre la tour sud du World Trade Center. Il allait voir ses petits-enfants à Los Angeles. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie à nouveau mes partenaires, La Petite Musette, Parabellum Shop et Pim's Exchange pour leur aide. Vous pourrez retrouver les boutiques dans la description. Vous pourrez également retrouver certains équipements para chez Rigger Shop & Co. Je recommande vivement. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver mon travail aussi dans le magazine Militaria, le lien est également en dessous. Et merci à mon ami Ben Major pour ses précieuses informations, son super site sur le matériel médical US est placé dans les sources. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Malgré les pertes et le manque croissant de munitions. Croissant! Oh, j'aime la France, croissant!